Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, je vous explique enfin ce que c'est que la théorie de la complexité. Et pour ça, je vous propose de commencer avec une petite analogie. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo de type RPG, tels que Final Fantasy, Pokémon, Breath of Fire. Dans ces jeux, vous vous baladez sur une carte et vous rencontrez tout au long du jeu de manière aléatoire des ennemis ou des boss. Au moment où vous les rencontrez, vous ne savez pas s'ils sont plus ou moins durs à battre, plus ou moins forts. Pour cela, il faut essayer des stratégies, voir ce qui marche pas, acquérir des connaissances sur les caractéristiques des ennemis. Parfois, il arrive que vous tombiez sur un monstre qui paraisse au premier abord extrêmement fort. Et pourtant, si on est malin, on peut s'en défaire très facilement. C'est le cas par exemple dans les jeux Final Fantasy, où les boss zombies peuvent être tués en un seul coup avec le sort vie. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que dans le monde de la théorie de la complexité, c'est un peu pareil. On va tomber de manière aléatoire sur tout un tas de problèmes, et très souvent au début on va pas trop savoir s'ils sont compliqués, s'ils sont simples, comment s'y prendre pour s'en défaire. Alors quand je vous dis on va tomber de manière aléatoire sur des problèmes, j'exagère à peine. On a vu que l'on pouvait décider en toute légèreté de partir en vacances en randonnée, et puis de fil en aiguille, se demander comment remplir son sac au mieux, se retrouver confronté au problème du sac à dos, et puis se trouver à réfléchir sur quelle est la méthode la plus simple et la plus efficace pour résoudre ce problème. Eh bien, lorsque l'on travaille dans des domaines tels que l'informatique, l'optimisation, la recherche opérationnelle, l'aide à la décision et la logistique, c'est monnaie courante de tomber un peu par hasard sur des nouveaux problèmes algorithmiques, ou du moins des problèmes qui paraissent nouveaux à premier abord. Et la question qui se pose à chaque fois, c'est est-ce que ce nouveau problème est simple ou compliqué? Et comme dans les RPG, parfois on va tomber sur des problèmes qui au premier abord ont l'air simples alors qu'ils sont compliqués, et d'autres qui au premier abord ont l'air compliqués alors qu'ils sont simples. La théorie de la complexité va alors consister à classifier les problèmes en fonction de leur niveau de difficulté. Comment va-t-on alors évaluer la difficulté de ces problèmes algorithmiques? Eh bien tout simplement cette difficulté va dépendre de l'efficacité des algorithmes que l'on connaît pour résoudre ce problème. Et plus particulièrement l'efficacité du meilleur algorithme que l'on connaît pour résoudre ce problème. Dans la théorie de la complexité, il va alors y avoir une grande variété de classes de difficulté ou de classes de complexité dans lesquelles on va ranger les problèmes algorithmiques. Je vais vous présenter ici quelques-unes de ces classes parmi les plus connues. Alors on va commencer par définir la classe P, qui va être l'ensemble des problèmes qu'on peut résoudre par un algorithme qui s'exécute en temps polynomial. Qu'est-ce que l'on entend par en temps polynomial? Eh bien, c'est tout simplement des algorithmes qui vont avoir une complexité temporelle qui va être en grand taux de nk, n exposant k, pour un k fixé quelconque. N étant toujours la taille des données qu'on a à traiter en entrée. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un problème que je vais pouvoir résoudre par un algorithme qui va prendre n au carré opérations, ou peut-être qu'il va prendre n exposant 5 opérations, ou peut-être même n exposant 1000 opérations, et ça sera toujours un problème qu'on va mettre dans la classe P, qu'on va nommer un problème polynomial, généralement par abus de langage. Alors cette classe, on va pouvoir la surnommer la classe des gentils problèmes, parce que la plupart du temps, de manière générale, si on a un algorithme qui va s'exécuter avec un temps polynomial, ça va être à notre portée de résoudre ce problème. Le premier exemple qui nous vient de problème qui appartient à cette classe P va être le problème du plus court chemin. Puisqu'on a vu qu'il se résout avec l'algorithme de Dijkstra en n exposant 3, ou plutôt n exposant 2, voire mieux, très clairement, on peut dire qu'il appartient à la classe P. Alors on va maintenant passer à la classe des big boss, la classe qui est nommée Xtime, et qui va être l'ensemble des problèmes que l'on peut résoudre par un algorithme qui s'exécute en temps exponentiel. De nouveau, qu'est-ce que l'on entend par là? Ça va être l'ensemble des problèmes que l'on peut résoudre par un algorithme qui va avoir une complexité temporelle en grand taux de 2 exposant n exposant k, pour n'importe quel cas fixé. Donc de nouveau, si j'ai un problème pour lequel j'ai un algorithme en grand taux de 2 exposant n,
eh bien ça voudra dire qu'il fait partie de X-time. De même, si j'ai un algorithme en complexité temporelle de grand O de 2 exposants n au carré, eh bien, le problème qu'il résout sera partie prenante de X-time. Un bon représentant de cette classe X-time va être le jeu de Go, ou plus précisément le fait de trouver la stratégie optimale au jeu de Go sur un plateau de taille variable. Quel est le prochain coup qu'il faut jouer pour être sûr de gagner? Alors vous noterez que si l'on dispose aujourd'hui de programmes de jeux de Go qui sont capables de battre n'importe quel être humain à ce jeu, il n'en reste pas moins qu'ils sont très loin de proposer une solution optimale pour ce jeu. Alors à titre de rappel, je vous ai mis ici un tableau qui compare comment vont évoluer le nombre d'instructions nécessaires pour un algorithme polynomial d'une part et un algorithme exponentiel de l'autre. Eh bien on va se rendre compte que pour les algorithmes polynomiales, on est sur des chiffres qui augmentent bien sûr, mais qui restent quelque part humains, ou en tout cas, plus exactement, qui restent à portée de nos machines. 10 millions de milliards d'exécutions, un de nos ordinateurs pourra le faire. Par contre, pour les algorithmes exponentiels, ça devient très vite de la folie pure, très largement en dehors de tout espoir qu'on pourrait avoir de capacité de calcul. Donc il y a bien une distinction forte en termes de difficulté entre les classes P et X-time. Et entre les deux, on va avoir une classe un peu particulière qui va être nommée NP. Et cette fois-ci, ça va être l'ensemble des problèmes dont on peut vérifier une solution en temps polynomial. C'est-à-dire pour lequel on dispose d'un algorithme qui vérifie une solution donnée en temps polynomial. Et cette classe-ci, ça va être, on ne sait pas trop au fait. Même si la plupart des chercheurs supposent fermement que dans cette classe, il existe des problèmes vraiment compliqués pour nous. Alors pourquoi s'intéresser à une classe dont la définition paraît un peu bizarre comme ça? Eh bien tout simplement parce qu'on se rend compte que par expérience, on tombe très souvent sur des problèmes qui rentrent dans cette définition et qui ne rentrent pas forcément dans la définition des autres classes. Alors un exemple de problème NP que l'on connaît bien, c'est le problème du sac à dos. Et oui, si j'ai un ami qui vient et qui me dit j'ai trouvé une super solution pour ce problème du sac à dos, je suis capable d'emporter X calories, je sais pas, peut-être 2000, peut-être 3000, bah moi je vais pouvoir le vérifier très simplement, il n'a qu'à me donner la liste des objets qu'il souhaite emporter, et je vérifie que ça rentre bien dans le sac et que ça apporte bien le nombre de calories qu'il me dit. Mais notez par contre que pour le jeu de Go, il n'en est pas de même. Si j'ai un ami qui vient et qui me dit j'ai trouvé un super coup à jouer dans telle situation, eh bien ça va être très difficile pour moi de vérifier si son coup c'est vraiment un super coup ou un très mauvais coup. J'ai pas vraiment de méthode qui me permette de vérifier ça rapidement ou facilement. Il faudrait éventuellement que je sois un expert du jeu de Go, mais même en étant un expert du jeu de Go, je n'aurai pas le même niveau qu'une IA à l'heure actuelle, et même en étant une IA, je n'aurai pas le niveau d'une stratégie optimale. Donc a priori, rien n'indique que le jeu de Go serait dans NP. Alors résumons, la théorie de la complexité va correspondre à l'étude de la complexité des problèmes. Et cette complexité des problèmes va correspondre au fait qu'un problème se trouve dans telle ou telle classe de complexité en fonction des algorithmes qu'on connaît pour le résoudre. Alors par contre, il y a un point sur lequel je vous ai un tout petit peu menti. Quand je vous ai dit que X-time c'était la classe des big boss, c'est pas tout à fait vrai. Et en réalité, si vous réfléchissez à la définition des classes que je vous ai données, vous pourriez vous en rendre compte par vous-même. Si vous voulez, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Alors certes, la classe X-time contient les big boss, ça il n'y a pas de doute. Par contre, elle ne contient pas que les big boss. On peut même dire que tous les problèmes simples de la classe P vont aussi se retrouver dans X-time. Et oui, si j'ai un algorithme qui résout un problème en temps polynomial, en grand taux de n exposant k, eh bien cet algorithme il sera a fortiori aussi en temps exponentiel, il sera aussi en grand taux de 2 exposant n exposant k. Parce qu'une limite de temps exponentielle, c'est une limite plus large qu'une limite de temps polynomiale. Donc on va pouvoir dire que tous les problèmes de la classe P se trouvent dans la classe X-time.
Pour cette raison, P est inclus dans xTime. En fait, il faut s'imaginer que pour pouvoir rentrer dans une classe, il faut être moins difficile qu'un certain seuil. Pour mieux vous représenter la chose, vous pouvez prendre l'analogie des catégories de poids. La classe des moins de 60 kg sera inclue dans la classe des moins de 70 kg. Parce que si l'on fait moins de 60 kg, a fortiori, on fait moins de 70 kg. Et de manière similaire, on pourra montrer que P est inclus dans NP, qui lui-même est inclus dans xTime. Et au fur et à mesure que l'on approfondira la théorie de la complexité et que l'on aura l'occasion de découvrir des nouvelles classes, on se rendra compte que la plupart du temps, ils vont rentrer dans ce schéma hiérarchique d'inclusion des classes les unes dans les autres. Alors si vous vous souvenez bien, lorsque l'on avait parlé de la complexité des algorithmes, on avait parlé d'une complexité temporelle de ces algorithmes, certes, mais aussi d'une complexité en espace. Eh bien, pour la complexité des problèmes, ça va être la même chose. On va avoir des classes de complexité temporelle et des classes de complexité en espace. Et ces classes seront définies en fonction de la complexité temporelle et en espace des algorithmes qu'il faut pour résoudre les problèmes qui seront dans ces classes. On va alors nommer des classes PSpace, NPSpace, XSpace, avec des définitions tout à fait similaires aux classes temporelles, si ce n'est qu'on s'intéressera à la complexité en espace plutôt qu'à la complexité en temps. Alors ça peut paraître compliqué comme ça au premier abord de pouvoir classifier n'importe quel problème dans des classes de complexité. Mais une méthode que l'on va utiliser pour nous aider, ça va être de raisonner par analogie ou par ressemblance entre plusieurs problèmes. On va souvent avoir des raisons de se dire si je trouve un moyen de résoudre ce problème A, alors je pourrais bien aussi résoudre ce problème B qui paraît évidemment moins dur. De la même manière que dans RPG, on pourrait se dire si je réussis à battre cet ennemi qui a l'air fort, alors celui-ci qui a l'air un peu moins fort, je réussirai bien aussi. Et en fait, quand je dis on a des bonnes raisons de se dire, c'est mieux que ça. On va avoir des très très bonnes raisons qui ne vont pas être juste une impression, mais qui vont être basées sur une preuve que si on trouve un moyen de résoudre le problème A, alors on va être sûr de résoudre le problème B également. On pourra alors faire des raisonnements du type si le problème A est dans NP, alors le problème B est forcément dans NP aussi. On va alors dire qu'on peut faire une réduction du problème B vers le problème A. Et on aura l'occasion de reparler de ça plus en détail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. La prochaine vidéo va porter sur le problème P égale NP. Est-ce que la classe P et la classe NP sont équivalentes? Eh bien, c'est l'un des problèmes les plus importants de la théorie de la complexité. Alors, cette prochaine vidéo, je vais essayer de la faire la plus travaillée possible, me laisser le temps, et puis essayer de la rendre accessible aux personnes qui n'auraient pas vu les 6 premières vidéos de cette série sur la théorie de la complexité. Alors, pour être sûr de ne pas manquer cette prochaine vidéo, qui sortira peut-être dans quelques mois, étant donné que je vais me laisser le temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à bientôt.